Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelle boom anecdote pouvons-nous raconter? Déjà, il y a qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, notamment tu as été signé le bail avec la fameuse mairie. Oui, on t'a expliqué en fait tout prenait du temps parce qu'apparemment il y avait eu trop de laisser-aller alors que du coup maintenant il y a encore plus de laisser-aller. Non mais incroyable. Alors c'est à peu près en plus à 1 heure de chez nous. Pour ceux qui savent pas, on est de la région de Montpellier et du coup c'est dans le département d'à côté, dans le Gard. Donc il y a à peu près 1h15 je pense de route. Et c'est cette mairie avec laquelle on a eu vraiment du mal à se faire payer. On a parlé dans d'autres épides. Ils nous ont pas payé les loyers pendant 6 mois, on les a eu le 1er janvier. Et encore, là on a signé un bail, je sais pas dans combien de temps on va être payé, enfin bref. Et du coup, ils voulaient absolument faire un bail qui passait chez le notaire. Pourquoi pas, c'était à leurs frais. Donc oui, après avec une institution publique, à la limite, ça se comprend. C'est ça, et du coup j'arrive chez le notaire et bizarrement du coup il y avait quelqu'un de la mairie, il n'y avait pas le maire signait à 17h et moi je signais je crois 11h30, un truc comme ça et en fait c'est même la dame de la mairie qui a commencé à me dire qu'ils étaient vraiment désolés pour les délais de paiement. Et sachant qu'on avait aussi, on a encore un truc avec eux au niveau de l'urbanisme, donc c'est quand même incroyable parce qu'ils nous font une casse les bonbons pour l'urbanisme, mais pour les loyers, ils étaient pas trop pressés. Et en fait, elle nous a expliqué que le maire, ça fait 2 mandats du coup, c'est le 2e mandat là, je crois, pour lequel il est en place. Et en fait, apparemment, on n'est pas du tout les seuls. Il y a eu tellement d'abus. Au niveau des fonctionnaires, je pense aussi de l'argent public qui a été dépensé à foison. Dilapidé, comme d'hab. Voilà. Et apparemment, il y avait un DGS qui était nouveau, qui resserrait les vis à fond. Et du coup, la dame des finances publiques, elle était complètement débordée et du coup, ils étaient vraiment désolés pour le délai de paiement. En fait, elle se met souvent en arrêt maladie, on l'avait remarqué, on n'arrivait pas à la joindre. Et en fait, au final, c'est la dame qui s'occupe du foncier, donc de tout ce qui est les baux, etc., qui n'a rien à voir avec l'argent. Qui gère le truc. Qui gère le truc directement et l'élu auquel elle est rattachée. Donc j'étais là, c'est pas grave, on va essayer d'être à l'heure pour les prochains mois. Ouais. Et la notaire, du coup, est la notaire de la mairie et elle me disait que c'était abusé, même pour eux, c'était ultra compliqué d'avoir les papiers, les éléments, d'être payé. C'est... Voilà. Une galère comme d'hab dès que ça touche à l'État, quoi. Ouais. C'est la bureaucratie française. Alors, en fait, c'est dingue parce qu'on nous ponctionne un fric monstre. Ouais, et on a des services publics nuls. C'est un truc rien ne fonctionne, c'est un truc de malade. Mais tu vois, il y a un autre truc qu'on peut... Tu vois, cette semaine, ça aussi, ça me rend fou. C'est que, par exemple, au service public, la CAF. Alors nous, on a des liens avec la CAF parce qu'on a des locataires qui la touchent et en fait, on a du coup un espace CAF où on a accès. Par exemple, on peut déclarer le loyer s'il y a un changement, on peut déclarer si la personne est partie, si elle paye pas son loyer. Enfin, on a plusieurs options en ligne et finalement, l'option qu'on a le plus besoin en tant que propriétaire, qui est simplement celle où on peut recevoir, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes propriétaire, vous pouvez décider de recevoir directement les APL. Ça peut permettre déjà que vous soyez payé au moins par les APL le 5, parce que c'est tous les 5 de chaque mois qu'elles sont versées. Et en plus, si jamais vous avez un locataire où il peut y avoir, on va dire, des petits soucis de paiement, au moins déjà vous êtes assuré d'avoir les APL quoi qu'il arrive parce que vous les recevez directement. Et en fait, ça, on peut pas le faire en ligne, on est obligé de leur envoyer un courrier en remplissant un formulaire à la main. Enfin bref, c'est archaïque.
Oui, Alors qu'ils pourraient juste nous mettre un bouton en ligne, ils ont déjà notre RIB parce que forcément on en a plusieurs, donc il suffirait qu'on appuie sur un bouton et ça serait bon, et non là on doit envoyer un courrier, et comme par hasard on a envoyé le courrier, ça n'a pas été pris en compte, alors on ne sait pas si on reçu, on va devoir appeler, attendre 15 minutes que quelqu'un prenne l'appel, faire la vérification, machin, pour qu'ils nous disent qu'ils l'ont pas reçu. Voilà, je vais repayer un timbre pour être sûr qu'ils l'ont bien reçu. C'est ça, alors qu'on pourrait le faire en 15 secondes en ligne, quoi. Enfin bon. La France. Ouais. Ça, tu voulais aussi, je crois, parler que vous avez fait un recrutement dans le cabinet où tu bosses, où t'étais pas satisfaite. Je suis désespérée. En fait, on a métier comptable, mais même le tien, je pense, on a des gros soucis J'ai des exemples très similaires. Ouais, on a des gros soucis de recrutement et par exemple, dans mon cabinet, je pense que c'est pas un problème de salaire, mais en fait, on a du mal à trouver des gens compétents. Donc là, c'est-à-dire, on a quelqu'un qui est entré. Alors, nous, on n'est pas décisionnaire, c'est moi qui fais les recrutements, mais je suis pas décisionnaire sur la rémunération qu'ils proposent. Et généralement, les associés, ce qu'ils font, c'est que quand on décide de retenir un profil, ils s'alignent à la REM qui est demandé. Comme ça, on est sûr que ça se barre pas. Enfin bon, il y a tout un business du recrutement chez nous. Ah, mais les comptables, ça a l'air très compliqué. Ouais, mais tu sais qu'il y a des cabinets de recrutement qu'on paye 8%, je crois. Ou 10%. Du salaire annuel ? Ouais. Donc vous voulez payer un mois de salaire, quoi. C'est abusé, quoi. Et en fait, du coup, c'est eux qui nous trouvent les profils. Et du coup, voilà, quand un salarié demande telle rémunération, généralement, on s'aligne. Et bon, c'est vrai que cette personne, elle avait l'air de faire l'affaire. En fait, on se rend compte que pas du tout. Après un mois, voilà, elle fait pas le minimum. En fait, elle a un salaire de collaborateur confirmé. Et en fait, elle fait pas un tiers. Là, je pense que sur son portefeuille, elle a dû prendre un groupe pour lequel elle est aidée du coup du chef de mission. Mais là, le chef de mission, il m'a dit que ça faisait pas du tout l'affaire. Donc, en fait, il a fait tout seul les TVA et le bilan, il le fait tout seul sur ce groupe-là. Et en fait, elle a pas pris contact avec le 3/4 de son portefeuille. Et tout prend des plombes. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de solution. En fait, on a une période fiscale. Donc là, on a du mal à trouver des profils. Et en fait, on est obligé de se contenter de profils pas top. Et à contrario, du coup... On a un petit jeune qu'on a pris en assistant juridique qui a fait un BTS banque assurance à la base. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment du bon sens. On peut lui donner de la saisie comptable, etc. En fait, il travaille mieux que ceux qui ont passé un diplôme pour ça. Enfin, comme quoi... des fois, je me dis, vaut mieux recruter quelqu'un qui est à l'aise avec l'informatique et qui a l'air d'avoir du bon sens, même s'il maîtrise pas tout. C'est toujours mieux que quelqu'un qui met 3 plombs pour créer des immos, quoi. Enfin, vraiment... Non, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit quelques fois dans ce podcast, c'est que c'est devenu tellement compliqué pour notre génération de s'insérer dans le monde du travail pour tout un tas de raisons que ça devient compliqué de trouver des profils qualifiés parce qu'il y a tellement de reconversions, surtout dans ta branche, il y a tellement de gens en fait qui quittent ta profession parce que le job au quotidien est vraiment compliqué et que certes t'as la question du salaire mais elle est pas suffisante parce que dans ce cas-là par exemple vous payez quand la personne elle demande un salaire plus important, mais c'est qu'en fait t'as tellement de gens entre guillemets qui avaient les compétences qui ont quitté votre profession que vous êtes obligé de recruter des gens qui ont pas les compétences, que par exemple la personne dont tu parles visiblement pour le poste où elle a été mise elle a pas les compétences mais en fait elle aurait surtout dû être recrutée à un poste inférieur pour sans doute être mieux formée en interne, mais pour ça il aurait quand même fallu un intermédiaire. Enfin je veux dire au bout d'un moment il faut bien que tu recrutes quand même. Quand t'as un poste tu peux pas mettre quelqu'un qui a pas le niveau dessus ou forcément derrière l'entreprise est l'embêter quoi. Et puis à l'entretien elle nous disait qu'elle savait faire. Tu vois, c'est ça le truc. Et en fait, on se rend compte que... Alors, soit personne ne revoyait ce qu'elle faisait dans ses précédents cabinets. En fait, rien n'est bon, quoi. Chaque fois, il y a des erreurs. Et en fait, le problème, c'est que nous, qui sommes entre le top management des associés qui en ont rien à foutre que les affaires soient pas faites, eux, ils veulent juste pas de problème. Et le staff en bas qui, du coup, il a vraiment la prod, etc. En fait, nous, mon poste, on est chef de mission et c'est nous qui faisons le tampon entre les deux. Donc, quand elle fait pas correctement sa TVA, c'est moi qui dois reprendre. Là, pour le coup, c'est mon collègue, mais ça marche avec n'importe qui. En fait, c'est nous qui compensons le travail qu'elle est censée faire, alors qu'on paye quelqu'un quand même, un temps plein. Et en fait, c'est nous qui compensons le travail qui est pas fait. Et franchement, il est temps que ça s'arrête parce que c'est vraiment fatigant. Moi, j'adore la comptabilité, mais le métier en soi de cabinet d'expertise comptable, c'est super dur, franchement. On fera un épisode dédié sur les cabinets d'expertise. C'est ingrat.
Mais moi, en plus, j'ai un exemple vraiment similaire parce qu'au boulot, ils ont recruté en tant que, en gros, conseiller bancaire d'accueil, donc qui est censé accueillir les clients et faire les opérations de base. Ils ont recruté un gars qui a pourtant un bac+5 dans un domaine assez poussé, mais qui a pas réussi à trouver de job. Et en fait, ils l'ont recruté à ce poste-là, qui est du coup un poste, on va dire, niveau bac+2, alors que lui, il a quand même bac+5. Mais le problème, c'est que son bac+5 n'a en fait rien à voir avec le milieu de la finance, de la banque, des chiffres. Enfin, il a vraiment fait quelque chose de plus littéraire. Et en fait, forcément, ils l'ont, sans aucune même formation interne, ils l'ont foutu à l'accueil le premier jour en mode débrouille-toi. Alors que au final, il a pas du tout les compétences. Alors bon, peut-être qu'avec du travail et des formations internes, il pourra progresser, mais je trouve quand même chaud de mettre quelqu'un qui a aucune base du monde bancaire, du monde financier, du monde juridique à l'accueil d'une agence bancaire, et surtout que du coup, malheureusement, c'est les collègues qui... c'est qu'ils ont pas trouvé mieux, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est pour illustrer les mêmes problèmes de recrutement, c'est que normalement, ils auraient dû trouver des gens qui auraient ce profil-là. Après, je les soupçonne aussi d'avoir fait exprès de recruter un bac+5, parce que du coup, dans leurs chiffres, en gros, ils ont recruté un gros diplômé. C'est vrai qu'il y a la dimension RSE. Ouais, c'est ça. Donc je les soupçonne qu'il y ait un peu de ça dans l'histoire, mais c'est surtout que du coup, en fait, on est passé de quelqu'un qui faisait ce poste-là depuis des années et qui faisait ça très bien à quelqu'un qui est absolument pas formé pour le faire et que du coup les collègues sont obligés de. Même pas sûr qu'il reste. Même pas sûr qu'il reste en plus. C'est même pas sûr qu'il reste non plus au bout de quelques mois. C'est compliqué. T'imagines, tu retombes dans un domaine qui est pas du tout le tien. C'est juste une illustration parce que contrairement à toi, moi je m'en occupe pas directement vu que moi je suis rattaché à la banque privée. Mais c'est vrai que c'est un exemple un peu similaire où on a encore mis un jeune qui avait pas le profil, et c'est dommage parce qu'au finalement ça va peut-être même le mettre en difficulté ou se dire qu'il est nul et qu'il est pas fait pour bosser dans le monde du travail, alors que bon, à un moment donné, enfin c'est évident que si moi je sais pas, on m'envoie faire du marketing par exemple, alors que j'ai jamais été formé là-dedans, forcément au début je vais avoir l'air ridicule, tu vois, alors que pourtant j'ai fait des études et tout, mais je veux dire, à un moment donné t'as des métiers qui s'inventent pas, et que quand t'as étudié dans une branche et que tu fais un métier qui a rien à voir dedans sans avoir été formé au préalable dedans, à un moment donné forcément ça peut ne pas bien se passer, quoi. C'est sûr. On va passer à l'épisode du jour. On avait, je crois, une question sur le LMP quand même avant de démarrer. Oui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de qu'est-ce qui se passe, ou du moins qu'est-ce qui change quand on dépasse les seuils LMNP et que du coup on tombe dans la case LMP. Alors, ça mérite pas un épisode entier. Oui, ça qu'on se en fait, vous avez fait un très bon épisode sur le LMNP parce que c'est vraiment une niche très intéressante pour devenir investisseur immobilier. Et on avait rapidement parlé dans l'épisode du loueur en meublé professionnel, qui est un autre régime, qui est du coup le régime que vous remplissez quand vous dépassez les 23 000 euros de loyer par an, plus que vos loyers en location meublée non professionnelle dépassent le total de vos autres revenus. Donc c'est ce qui fait que vous passez en loueur meublé professionnel. Les conséquences, elles sont... On va dire que vous avez les conséquences qui sont importantes, après vous avez le régime en lui-même. Alors sur les conséquences qui sont importantes, c'est surtout que vous allez en fait perdre le bénéfice de vos déficits reportables en LMNP. Alors ça, c'est je pense, la conséquence fiscale la plus difficile. C'est-à-dire que souvent, quand on est en LMNP, on a du déficit reportable sur plusieurs années. Par exemple, nous, c'est notre cas, je sais plus, je pense qu'en fait, on ne paiera pas d'impôts au moins pendant 3 ou 4 ans sur nos investissements en LMNP, parce qu'on a du déficit reportable. Si demain, on passe LMP, ces déficits ne sont plus imputables, parce qu'en fait, c'est comme si vous créez d'un point de vue fiscal, quand vous passez de LMNP à l'MP, c'est comme si vous recréez une nouvelle activité. Alors c'est bête, parce que c'est exactement la même chose et que vous avez rien fait qui change quelque chose, c'est juste une question de seuil, mais d'un point de vue juridique et fiscal, c'est comme si vous passiez dans un nouveau régime. Donc vous perdez déjà le bénéfice de votre déficit reportable, et donc ça veut dire qu'en fait vous allez payer des impôts directs. Donc ça déjà, ça fait un petit peu mal. Après, le plus embêtant, c'est que vous allez vous retrouver à payer des cotisations URSSAF, donc en fait d'être attaché au SSI, donc à la Sécurité sociale des indépendants, et que quand vous avez un bénéfice sur votre activité LMP, au lieu de juste payer de la CSG CRDS au taux de 17,2, qui sont les prélèvements sociaux classiques des activités non professionnelles, là vous allez du coup devoir cotiser à la Sécurité sociale des indépendants. Bon, ça vient au niveau de votre régime d'assurance maladie, ça change rien, surtout si vous êtes salarié. À la retraite, ça vient la bonifier un petit peu, mais sincèrement, entre nous, ces cotisations, vous êtes plus perdant qu'autre chose de les payer. Donc il vaut mieux éviter autant que possible de passer au régime LMP, et le plus simple, c'est de faire attention à son seuil des 23 000. En gros, moi je vous recommande plutôt de on va dire faire en sorte qu'en LMNP vous ayez maximum 22-23 000 euros de revenus par an, et que vous ne dépassiez pas ce seuil. Comme ça au moins vous n'avez pas à vous poser la question est-ce que vous avez passé LMP ou pas. En général, ceux qui se sont fait avoir, c'est beaucoup d'investisseurs qui avaient commencé à investir en 2015, 2016, 2017, parce que c'est depuis le 1er janvier 2019, si je dis pas de conneries, qu'ils ont fait cette modification
modification, où on peut passer automatiquement à l'MP. Et donc ils se sont fait avoir, c'était souvent des gens qui avaient pas fait comme nous on a fait beaucoup de SCI à l'IS, c'était des investisseurs qui avaient fait beaucoup en direct, et en fait ils se sont fait avoir parce que quand ils avaient 80 000 euros de loyer par an, forcément ils sont passés à l'MP direct. Il y a ceux qui font de la courte durée aussi, on en a plus vite fait parler en LMNP, mais du coup, quand vous faites de la courte durée, vous éclatez rapidement le plafond quand même. C'est vrai que nous, on fait pas de courte durée. Tu vois, ça, c'est un épisode qu'il faudrait qu'on fasse. C'est vrai, parce qu'on s'est demandé quel épisode on faisait. La courte durée, et c'est vrai qu'en plus, on a beaucoup de choses à dire parce que partout sur Internet, il y a beaucoup de courte durée, et nous, on est anti-courte durée. Bon, bref, c'est un autre sujet, on va pas s'égarer. Et effectivement, comme tu dis, ceux qui sont en courte durée, qui font des loyers plus importants. Ils passent direct en LMP. C'est ça. Surtout qu'il y a eu, on va rentrer dans les détails, mais il y a eu la petite modification fiscale où ils ont, après je sais pas qui était au régime micro en location courte durée, mais t'as perdu l'abattement des 71% et t'es passé à l'abattement des 30%. Mais bon, ça concerne pas grand monde. Et sinon, ça c'est peut-être les conséquences les plus intéressantes que vous pouvez avoir en LMP, c'est que déjà votre immobilier n'est pas sujetti à l'IFI, donc à l'impôt sur la fortune immobilière. Ça c'est bon à savoir, mais en vrai, encore une fois, n'allez pas dans ce régime-là. Et après, c'est que quand vous détenez de l'immobilier professionnel depuis pas mal d'années, vous avez le bénéfice des régimes fiscaux des professionnels et notamment des abattements pour durée de détention qui sont plus favorables. Au lieu d'avoir une exonération de votre impôt sur le revenu en 22 ans, vous l'avez en 15 ans. Donc c'est quand même mieux. Vous avez aussi des exonérations quand vous vendez des biens et que vous dépassez pas certains seuils. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que sinon on va vous noyer, c'est vraiment de la fiscalité pure. Il peut en gros y avoir des avantages sur votre impôt sur le revenu au moment de la revente, mais en fait vous allez le perdre en URSSAF parce que de l'autre côté vous allez reprendre vos amortissements et payer de l'URSSAF sur vos amortissements. Donc voilà, retenez qu'il faut rester en LMNP et que le mieux pour ça c'est de pas dépasser les 23 000 euros de recettes annuelles en nom propre. Voilà, comme ça au moins je vous ai donné un bon conseil simple et sachez juste que le régime LMP existe, qu'il est très différent et que si vous allez dedans vous aurez des conséquences fiscales qui sont très importantes. Et sociales aussi. Et sociales surtout. Ok. Le thème du jour, du coup... La holding. On a décidé de vous parler de la holding. On reste dans la fiscalité juridique. On est chaud. Dans le cadre surtout de l'investissement immobilier, parce que je suppose que les entrepreneurs qui nous écoutent, si un jour, dans le cadre de leur société d'exploitation, la question se pose, les avocats seront plus à même que nous d'en parler. C'est propre à chacun après, mais nous, on peut quand même vous aider sur la création d'une holding dans le cadre de l'investissement immobilier, surtout pour ceux qui commencent à avoir du level et plusieurs sociétés. Oui, surtout que là encore une fois, nous notre but c'est pas de faire de vous des juristes ou des experts comptables, c'est juste de vous donner en fait des clés pour que vous sachiez dans quelle stratégie vous orienter et que les mots qu'on vous donne, en fait, vous les ayez déjà entendus et que le jour où vous rencontrez un professionnel qui vous en parle, ou même si par exemple vous avez l'idée d'aller voir un professionnel pour leur en parler, en fait, vous auriez déjà des bases. Et c'est un peu bête, mais la fiscalité, le droit, en fait, c'est plus on entend parler, plus ça paraît facile. C'est-à-dire que dès qu'on met la main dans quelque chose pour la première fois, ça paraît un peu compliqué. Et la fois d'après, c'est beaucoup plus simple. Un exemple tout bête, mais c'est un PLU, un plan local d'urbanisme. Moi, la première fois que j'en ai ouvert ça me semblait hyper compliqué, c'était compliqué de s'y retrouver et compagnie. En réalité, c'est toujours pareil. Et après, une fois que vous êtes fait un peu violence la première fois, vous l'avez ouvert, vous êtes allé au bout du truc et la fois d'après, quand vous regardez le PLU d'une autre ville, en fait, ça vous paraît très simple. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre but qu'on essaie de faire avec ces épisodes qui sont parfois pas les plus fun, pas les plus drôles, où on parle fiscalité et droit, c'est de vous donner ces clés-là pour que vous ayez déjà entendu parler de ces mécanismes et que dans votre vie d'investisseur ou d'entrepreneur, vous l'ayez déjà en tête. Exactement. Bon, je te fais une bonne intro comme ça. Ouais. Toujours le petit moment définition. Qu'est-ce qu'on appelle une holding, une société mère? Ah, tu vas me le faire le coup à chaque épisode. Je te jure. En gros, ce qu'on appelle holding, c'est tout simplement une société qui détient des parts dans d'autres sociétés qu'on va appeler filiales. Okay. C'est aussi simple que ça. On a souvent un peu la manière un peu simpliste de l'appeler la société mère. Et du coup, en bas, vous avez les sociétés filles qui sont les filiales. Ok. Donc là, du coup, on parle d'une holding quand il y a la création d'une restructuration en groupe. C'est ça. En gros, c'est que vous créez un groupe de sociétés, c'est-à-dire que le principe d'une société, c'est que vous, en tant que personne physique, vous détenez des parts dans une société. Et quand vous créez un groupe, donc vous avez une holding, en fait, vous détenez des parts d'une société qui détient elle-même des parts de d'autres sociétés. Aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les parts de la première société, on la porte à la holding.
Donc la holding prend le contrôle, mais nous, on est déjà actionnaire de la holding. Après, va pas trop vite parce que là, ils nous ont perdus. En gros, souvent, ce qui va se passer quand vous mettez comme ça en place une holding, c'est que vous déteniez des parts déjà dans une société. Alors, cette société, ça peut être une SCI, s'il y avait des biens immobiliers, ou même des personnes morales type SARL, SAS, et qui avaient une activité professionnelle dedans. Vous détenez déjà cette société-là et vous avez décidé de vous constituer en groupe en intermédiant une holding entre vous et la société que vous déteniez à la base, et tout simplement vous allez apporter les parts de la première société que vous déteniez à la holding qui va donc elle-même devenir la détentrice. Okay. Tu nous expliques pourquoi c'est intéressant? De quoi d'apporter les parts? Ouais. Bah, tu peux pas faire autrement déjà. Non, mais en fait, pourquoi c'est intéressant de mettre une holding, en fait? Là, maintenant, on vient d'expliquer ce que c'était, mais pourquoi on le fait? Pourquoi c'est intéressant? Julien, c'est moi qui pilote l'épisode. Il n'y a pas que toi qui pose les questions ici. Pourquoi c'est intéressant? Bah, déjà, la holding, du coup, prend le contrôle des sociétés en dessous. Donc, vous êtes dans la holding, donc rien ne change pour vous d'un point de vue... vous n'avez cédé vos parts à personne, vu que tout vous appartient au final. Mais vous n'apparaissez plus dans le capital de la SCI, vous apparaissez ou de la SAS, qu'importe. Vous apparaissez dans le capital de la holding. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? En France, je dirais, la première chose qui me vient du coup, c'est que déjà fiscalement, il y a un régime qui est très intéressant, qui est le régime mère-fille, donc holding, société d'exploitation, qui permet de remonter 95% de faire monter les résultats dans la holding. D'être exo sur 95%. Voilà, d'être exo sur 95% et de juste réintégrer 5% d'une cote-part. C'est ça. Donc, c'est comptable. Oui, mais en gros, il faut savoir que si vous êtes exonéré sur 95% et que le taux d'IS il est à 25%, on va dire, c'est-à-dire qu'en fait vous payez 1,25% d'impôt sur votre résultat. Donc c'est plutôt on réintègre 5% au titre des cotes, on réintègre 5% d'une cote-part au titre des charges. Vous comprenez bien que le but, du coup, c'est de monter les charges pour dépasser, justement... parce que quand tu réintègres les 5%, ça te fait quand même une petite base. Un petit résultat, oui. Et le but, c'est de noyer le résultat pour ne pas payer d'impôt du tout. Exactement, c'est qu'en plus, vous avez passé des frais dans votre holding. Moi, ce que je rajouterais à ce que tu as dit de manière très précise, c'est surtout qu'en plus, le gros souci en France que vous avez pas dans les pays anglo-saxons, et c'est pour ça que vraiment en France le vrai outil fiscal pour payer moins d'impôts c'est la holding, c'est qu'en fait dans les pays anglo-saxons on considère que votre société c'est la vôtre et vous pouvez à peu près faire ce que vous voulez avec l'argent. En France c'est très compliqué, alors ça c'est vraiment de la théorie juridique, mais en gros une société elle a la personnalité morale, donc d'un point de vue juridique elle existe, elle a ses propres droits, et en fait vous, même si c'est votre société, que c'est vous qui l'avez créée, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec l'argent à l'intérieur. C'est ça le vrai problème. Et notamment, une société ne peut pas vous faire de prêt. C'est totalement interdit, ça s'appelle un acte anormal de gestion. Vous n'avez pas le droit d'utiliser de l'argent de votre société pour faire autre chose et de vous dire je le rendrai plus tard. Donc ça, c'est entre une personne physique, donc vous, et entre une personne morale, votre société. Maintenant, quand on met une autre personne morale dans l'histoire, en France, les personnes morales peuvent se prêter de l'argent entre elles et faire un petit peu ce qu'elles veulent entre elles. Donc en fait, quand vous avez comme ça la problématique de vous avez une société qui a de l'argent et vous voulez mettre une autre société, donc typiquement par exemple vous avez fait un premier investissement immobilier dans une société depuis peut-être 2-3 ans, ça se passe bien, vous avez du cash flow dans cette société, vous voulez créer une deuxième SCI pour mettre un nouvel investissement immobilier, vous avez besoin de cash pour faire l'apport chez la banque ou payer les frais. Et vous avez la problématique que vous pouvez pas récupérer l'argent de la première SCI pour la mettre dans la deuxième parce que soit vous n'avez pas de compte courant d'associé, soit vous n'avez pas envie de payer la flat tax et la distribution des dividendes. Là, vous avez vos deux sociétés, vous les mettez toutes les deux dans une holding qui va détenir les deux, et là, vous pouvez faire transiter l'argent de la société que vous aviez d'abord qui a du cash. La A à la B. Exactement, vers la société B par le biais de votre société holding. Parce qu'elles ont des liens capitalistiques. Elles ont des liens capitalistiques et qu'en France, comme je vous l'ai expliqué, on a le droit de faire transiter l'argent entre personnes morales, mais pas entre une personne morale et une personne physique. Donc en fait, c'est vraiment pour cet outil-là, c'est en fait finalement pour faire ce qui vous permet de faire ce que vous voulez de votre argent en France à travers des sociétés, c'est la holding. Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Je sais pas si c'était clair jusque-là. C'était super clair. Juste rapidement, on peut avoir une société holding passive, donc juste détenir les parts, et là où ça devient plus intéressant, une société active
qui du coup prend la gestion de ces filles. Donc dans l'occurrence là on est plutôt dans un contexte d'investissement immobilier qui prend la gestion des SCI. Donc c'est-à-dire que votre holding, son but du coup c'est de gérer les biens immobiliers et gérer la SCI d'une manière générale. Pour ça, elle va pouvoir facturer à ces SCI. On appelle ça une prestation. Et ça permet du coup de vous faire payer dans la holding en haut. Et c'est vous directement. Tout à fait. Et surtout qu'en plus, comme tu expliquais, soit effectivement elle est passive, donc ça veut dire que simplement vous allez faire remonter les résultats par le biais du régime Murphy que Marie expliquait tout à l'heure dans votre holding, ce qui va vous permettre après de remettre de l'argent dans la nouvelle filiale par tout simplement le biais d'un concurrent d'associés, le même que vous-même vous pouvez détenir dans une société. Soit effectivement si la société devient active, donc elle a un rôle d'holding animatrice, là vous pouvez mettre un petit peu le niveau suivant, c'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle une convention de trésorerie. Donc c'est simplement un contrat entre vos différentes sociétés où la holding a le droit de prendre de l'argent du compte de la société A pour le mettre sur le compte de la société B et en plus se rémunérer dans l'histoire par ce qu'on appelle des management fees, donc en gros des frais de gestion, et qui permet vraiment là d'être l'outil ultime pour tout simplement pas vous poser la question, vous avez de l'argent dans la société B, vous voulez l'envoyer sur le compte bancaire de la société A et vous le faites par le biais de cette convention de trésorerie, et ça il faut une holding pour pouvoir le faire. Du coup, si on résume, la holding, vu qu'elle gère les filles en dessous, elle a tous les moyens pour le faire. Donc imaginons, ça rentre dans... je vais dire une connerie, mais ça rentre dans l'objet de la gestion des filles. Imaginons, il faut, je sais pas, faire des frais de déplacement pour gérer les filles. La holding peut passer des frais de déplacement. Exactement, c'est qu'en plus, vous avez l'avantage, c'est souvent un peu le problème. On avait parlé de la fiscalité des SCI, vous pouviez passer des choses, mais vous ne pouvez pas tout passer non plus. Quand vous avez une holding qui commence finalement à avoir une vraie activité économique, de gérer ses filiales, c'est plus facile de pouvoir justement passer des frais et comme tu disais tout à l'heure, s'il commence à y avoir un résultat positif dans la holding, de pouvoir l'effacer par le biais des frais que vous allez pouvoir passer. C'est ça. Et si maintenant vous enclenchez le step d'après, c'est-à-dire que vous étiez investisseur immobilier, maintenant vous devenez entrepreneur, vous créez une activité dans une nouvelle société, vous la rattachez également sous votre holding, et là, vous pouvez encore plus passer de frais parce que l'administration fiscale verra d'un œil plus positif le fait que vous avez une vraie activité économique avec peut-être des salariés ou en tout cas un vrai résultat des clients et compagnie, que simplement une activité plutôt dite patrimoniale d'investissement immobilier. Là, il faut faire attention, par contre, ce qui est retoqué en contrôle fiscal sur les holdings, c'est que, par exemple, vous ne pouvez pas facturer les filles pour votre gestion des locataires et, imaginons, vous aussi, vous facturez des frais de gestion. Tu vois, imagine, tu es en auto-entreprise, ça, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Faut qu'il y ait des activités bien distinctes à chaque fois. C'est principalement ce qui est retoqué et les dépenses somptuaires. Après, bon, comme toute société commerciale, du coup, voilà, c'est ce qui est principalement retoqué. Oui, c'est peut-être ça, tu peux développer. Non, parce que ça va accroître un petit peu les contrôles fiscaux là-dessus. Mais après, ce qu'on appelle en fait dépenses somptuaires, parce que ça aussi, je pense, c'est du chinois pour les gens qui nous écoutent. C'est dans le jargon juridico-fiscal, c'est tout simplement les dépenses somptuaires, c'est quand vous faites des dépenses qui ne peuvent pas être dans l'activité, qui ne peuvent pas bénéficier à une activité économique quelconque en l'espèce de votre société. Typiquement, si vous achetez une Ferrari par exemple, ça peut jamais être considéré comme dans l'intérêt de votre société parce qu'en fait c'est pas une dépense qui va lui rapporter de l'argent. Maintenant, si vous achetez un véhicule, on va dire basique pour faire vos déplacements, etc., véhicule de société, bah ça oui c'est déductible, mais une Ferrari non, ça ne le sera pas. C'était juste un exemple. Ou un jet privé par exemple aussi. Oui, t'as raison. Il y a un deuxième outil qui est pas mal aussi. Alors, je le vois quand même un peu moins, moi qui suis comptable et du coup j'ai quand même un petit peu d'expérience là maintenant en cabinet comptable. Je l'ai que sur un seul groupe de sociétés, c'est l'intégration fiscale. Alors pour les sociétés comme les SCI, avant d'être en positif quand même sur votre SCI, il s'est écoulé quelques années, mais ça peut être intéressant de tout faire remonter dans la holding si on ne bénéficie pas du coup
Oui, en fait, après, bon, ça c'est pour, là encore, simplifier. On vous a expliqué la holding, on vous a expliqué l'avantage du régime juridique de pouvoir, des conventions de trésorerie, de pouvoir remonter l'argent que vous aviez dans une société, dans une autre par le biais de votre holding, ce que vous pourriez pas faire en nom propre, sinon de payer la flat tax. On a rapidement parlé du régime juridique fiscal intéressant de la mère-fille. Là, c'est plutôt... Ça va intéresser avant tout votre comptable de faire l'intégration fiscale. C'est plus intéressant d'un point de vue comptable et fiscal parce que là encore, vous réduisez un petit peu votre impôt, mais... Bon, ça fait pas une diff non plus de fou. Voilà, ça fait pas une différence de fou. Vous paierez de l'AIS. Quand vous arriverez au moment de vous poser la question de faire une intégration fiscale, je pense que vous serez déjà bien avancé. C'est votre comptable qui vous en parlera. Ne noie pas nos auditeurs dans des termes trop compliqués. Et dernière chose aussi que j'aimerais aborder avec la holding, c'est qu'on peut élargir l'objet social de la holding. C'est-à-dire que, bon, imaginons, l'objet social de la holding à la base, c'était de gérer les filles en bas sur votre immobilier. Voilà, ce qu'on appelle holding animatrice, voilà, simplement gérer ses filiales. Vous décidez de vous mettre à votre compte. Imaginons, je sais pas, on prend Madame Michu, en fait, elle est... Ouais, elle décide de créer une vraie société, une vraie activité, par contre, dans une nouvelle société dessous. Moi, je la mettrais pas dans la holding, la nouvelle activité. Oui, mais ça peut aussi. En fait, ça élargit le champ des dépenses. Oui, mais bon, tu nous avais expliqué la dernière fois que c'était pas très bien d'un point de vue des contrôles fiscaux de mélanger holding. En fait, les contrôles fiscaux le retoquent de plus en plus, mais encore une fois, j'en ai déjà parlé des contrôles fiscaux, tant que vous racontez une histoire qui est cohérente... ça peut se tenir. Mais oui. Donc, effectivement, donc au lieu de créer une nouvelle société pour mettre votre activité, vous la mettez directement dans votre holding. Voilà, ça élargit, et je sais pas, imaginons Madame Michu maintenant, avant elle décide d'être influenceuse, elle élargit la holding à l'influence, mais ça fait rentrer beaucoup plus de champs de dépenses possibles que juste gérer les biens immo. Après, pour aller un petit peu plus loin sur la holding, c'est vraiment ce qui va vous permettre de créer un vrai patrimoine étendu parce que quand vous allez avoir votre vie d'investisseur, naturellement, au bout d'un moment, nous, on vous a quand même conseillé de passer en société. Nous, c'est ce qu'on a fait en SCI à l'IS. C'est le régime le plus intéressant quand vous allez chercher de gros argent, de la grosse renta à travers vos investissements. Également, si vous faites des investissements financiers, ça peut être intéressant plutôt que de les faire en nom propre, de les faire dans vos sociétés si vous les faites à partir de l'argent qui a été généré par vos sociétés. Et naturellement, vous allez à un moment vous retrouver avec plusieurs sociétés pour différentes raisons. Soit parce que au bout d'un moment, dans une seule SCI, on veut pas non plus empiler des centaines et des centaines de biens immobiliers. Si vous suivez notre petit conseil qu'on avait expliqué pour les prêts immobiliers, effectivement de faire une SCI par banque, naturellement au bout d'un moment vous allez devoir aller voir plusieurs banques pour faire vos prêts immobiliers. Donc en général vous allez voir une SCI dans chaque banque. Voilà, ça c'est un conseil qu'on vous a donné. Donc il y a bien un moment donné vous allez avoir plusieurs SCI. Également si vous associez avec d'autres gens, peut-être qu'au début vous investissez tout seul ou avec votre conjoint, puis à un moment donné vous investissez avec votre frère, puis vous investissez avec un ami, puis vous investissez avec juste un partenaire de business que vous allez rencontrer au fur et à mesure que vous avancez dans le temps. Donc à un moment donné, vous allez avoir plusieurs sociétés. Le plus simple pour pouvoir gérer toutes ces sociétés, c'est quand même de créer une holding et c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans le temps, dans le sens que cette holding va centraliser finalement tout le cash que vous allez générer sur vos différentes sociétés, le rassembler dans une seule coquille, donc dans une seule société. Et typiquement, si demain vous créez une autre société qui a besoin de fonds propres pour démarrer son activité ou son investissement, c'est la holding qui va pouvoir apporter ces fonds-là. Et encore une fois, ça, c'est uniquement sans avoir payé aucun impôt sur la distribution du dividende, donc sur les fameux 30% de flat tax qui font si peur quand on parle de fiscalité des sociétés. Et en plus, cette holding, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir passer pas mal de frais de votre vie courante dedans qui se rapportent à votre activité d'investisseur et à et tout simplement à l'activité de gestion des filiales. Donc en réalité, tous les frais que vous passez sur la société, en fait, c'est des frais que vous payez avec la carte bleue, le chéquier de la société. C'est pas des frais que vous payez avec votre compte personnel. Donc, entre guillemets, ça fait de l'argent en moins que vous avez à sortir de la société pour payer votre train de vie indirectement. On a dit le mot. Après, quand je dis train de vie, attention, je parle pas non plus de payer les vêtements, de payer n'importe quoi, mais je veux dire, c'est pour les dépenses qui pourraient être mixtes, quoi. Voilà, les dépenses qui sont mixtes, qui vont dans l'intérêt de la société, de vos business, mais qui sont un peu pour vous. Par exemple, vous payez un nouvel ordinateur, un resto,
resto, vous payez peut-être un voyage d'affaires ou un voyage où vous allez aller visiter des biens immobiliers en même temps, une partie peut être déductible. Rien que déjà de les frais de déplacement, on en a parlé, mais ça représente déjà beaucoup et nous on le voit au quotidien, l'essence, les péages et compagnie, les frais de véhicule, quand on doit se déplacer un peu partout pour gérer les biens immo. Également, si vous, par exemple vous achetez des logiciels ou des services en ligne pour vos investissements, qui soient immobiliers ou même financiers, des conseils en bourse ou peu importe, voilà, tout ça c'est des frais qui vont venir, que vous n'aurez pas à payer de votre poche et que c'est la société qui va payer, et donc des frais qui seront déductibles de son résultat, qui vous permettront de payer un petit peu moins d'impôts. Donc c'est vraiment pour ça que la holding est un outil très puissant, et vraiment quand vous pouvez parfois entendre que la France est un paradis fiscal des riches, en fait, c'est vrai à travers notamment la holding qui est l'outil fiscal en France le plus puissant pour arriver à générer beaucoup d'argent sans payer énormément d'impôts. Vous l'avez notamment, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais quand il y a des milliardaires comme Bernard Arnault, où en fait on calcule qu'il a payé qu'1% d'impôts sur le total de son patrimoine ou de ce qu'il a gagné l'an dernier, c'est avant tout parce qu'en réalité, ce qu'il a gagné, il l'a gagné à travers ces sociétés qu'il détient, donc c'est ces sociétés qui ont payé de l'impôt, et qu'en fait, puisqu'il n'a pas eu besoin de distribuer l'argent, il n'a pas eu besoin de payer plus d'impôts que ça en nom propre. Donc en fait, tout ce que vous laissez dans vos sociétés, vous le faites échapper à vos impôts personnels en soi. Et quand je dis échapper, je parle pas de fraude fiscale, je parle de ce qui est possible de faire légalement. Donc vraiment, c'est très très puissant, et c'est vraiment comme ça que vous allez finalement pouvoir faire grossir boule de neige, parce que en France, pour aller vite, on parle souvent de cette boule de neige de l'investissement dans le podcast, parce que moi j'aime bien ce terme, c'est très, il y a une vraie image derrière qu'on peut voir au niveau de comment vous allez faire grossir vos investissements et votre patrimoine au fur et à mesure du temps. Et en réalité, moins vous allez payer d'impôts sur cette boule de neige, plus cette boule de neige va être grosse, parce qu'il faut bien voir qu'à chaque fois que vous payez un petit peu d'impôts, vous prenez un peu de neige de votre boule que vous jetez entre guillemets dans le vent, quoi. Donc si vous mettez cette boule de neige dans votre holding et que vous arrivez à mettre en place des stratégies où vous payez peu d'impôts, en réalité votre boule de neige elle va continuer à grossir et à rouler plus vite que si vous aviez tout fait en nom propre et que vous étiez fait un peu massacrer ou matraquer par la fiscalité. Donc vraiment la holding c'est un vrai outil de restructuration, et c'est accessible même les personnes qui font juste de l'investissement. Ah oui, tout à fait. Parce que les entrepreneurs qui nous écoutent, je suppose qu'au bout d'un moment, dans un certain stade de leur activité, sont plus ou moins amenés à la création de la holding. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Mais voilà, sachez que pour les personnes qui ont juste des SCI ou pour lesquelles c'est pas du tout le métier de base, etc., sachez que pour vous c'est possible aussi. Et qu'au contraire, on vous encourage à ancrer. À ancrer. Et je peux peut-être donner une idée de coût, combien ça coûte de mettre en place une holding ? On avait dit que créer une SCI, ça coûtait à peu près 1000 balles quand on la faisait faire par un professionnel. Je sais pas, je dirais 1005, rédaction des actes et machin. Après, vous avez payé un peu pour la rédaction des conventions de trésor si vous voulez que ce soit ultra donc on va dire 2000 € pour créer une holding. Voilà. En frais de compta, c'est moins cher qu'une société normale, parce qu'il n'y a pas beaucoup de flux. Et voilà. Ok, donc vous voyez en plus, même d'un point de vue des frais, c'est quand même accessible. Enfin, dès que vous commencez à être dans une logique d'investissement, d'avoir du gros argent, des gros frais, vous voyez quand même 2000 € pour une holding, ça reste quand même finalement assez raisonnable. Et surtout, maintenant qu'on vous en a parlé, vous saurez qu'un jour, si le professionnel du droit que vous avez enfin votre conseil vous en parle, vous saurez au moins de quoi il s'agit. Et je pense qu'en termes de... Quand on se posait la question de créer une holding, je pense au bout de quand on commence à investir depuis 2-3 ans, je pense. Ouais. Et quand vous commencez en tout cas à avoir 2 sociétés, et si vous êtes entrepreneur, je pense dès le début. Oui, je pense que si on est entrepreneur dès le début, si on est salarié, que c'est juste de l'investissement, je pense au bout de 2-3 ans et qu'on commence à avoir 1, 2, 3 SCI à peu près. Parce que là aussi, quand vous apportez vos titres, il y a un sursis d'imposition par rapport à la valeur des sociétés. Donc il faut le faire tôt. En fait, il faut le faire plutôt tôt. C'est pour ça que Julien a raison. Si vous avez déjà une société d'exploitation, imaginons un restaurant ou quoi, faites-le dès le début, parce qu'au moins, quand vous revendrez ou quoi, il n'y aura pas de... Oui. Enfin, vous ne serez pas éclaté par la... C'est bien parce que tu m'as rappelé, ça c'est peut-être le dernier cheat code de la holding, c'est au moment où vous revendez les parts d'une société. Yeah. Parce que quand vous revendez les parts d'une société, votre plus-value, quand vous êtes en nom propre, est imposée à la flat tax, 30%. Donc si par exemple, je sais pas, vous aviez une société, vous l'aviez créée pour 1000 €, vous la revendez 100 000, vous êtes imposé sur 99 000, vous avez payé 30% de flat tax, vous avez payé à peu près 30 000 € d'impôts. Et quand une holding détient plus de 5% des parts d'une filiale, donc ce qui arrive quasiment tout le temps quand par exemple votre holding va détenir quasiment 100% de votre SCI en dessous,
Il faut savoir que vous avez une exonération d'imposition sur la vente de vos titres. Après, il y a une petite réintégration de 12%. On appelait ça l'amendement Copé quand j'ai appris ça à la fac. Je m'en souviens encore. Et en gros, grosso modo, vous allez payer 25% de 12, vous allez payer 3% d'impôt en gros sur la cession de votre boîte. Donc, si par exemple, je sais pas, vous vendez une boîte 3 millions d'euros, vous allez payer 3% d'impôt sur ces 3 millions. Fais gaffe, tu dois réinvestir, je crois. Non, pas si tu détiens les titres depuis plus de 2 ans. Ok. Donc, tu vois. Tout pour moi. Donc, et puis non, même en plus, c'est les titres de la holding que tu dois tenir depuis plus de 2 ans. Quand c'est directement une filiale, à partir du moment... c'est pour ça que, par exemple, c'est pour ça que tu as de grandes sociétés, type des fonds de pension, qui prennent parfois 5,01% d'une boîte. C'est parce qu'ils savent que quand ils vont vendre, en fait, ils vont pas payer l'IS. Au lieu de payer 25% d'IS, ils vont payer 3% d'IS. Je me rappelle plus du coup, c'est dans quel cas où tu dois réinvestir dans les 3 ans C'est quand tu détenais la société en direct et que tu la revends avant l'avoir apporté à une holding. C'est dans ce cas-là. Bon, on a fait une aparté sur encore un autre régime fiscal qu'on va pas détailler ici qui est très compliqué, mais en gros, retenez qu'effectivement, le dernier vrai cheat code de la holding, c'est quand vous allez revendre, par exemple, vous détenez une entreprise à travers votre holding et que vous vendez les parts de cette entreprise parce que vous avez décidé de vendre votre boîte, etc. Là, au lieu de payer 25% d'impôt, vous allez payer que 3%. Après, attention, l'argent sera encore dans votre holding, mais si vous voulez le distribuer, il faudra quand même payer la flat tax, mais la vraie logique, c'est que vous allez le laisser dans la holding, réinvestir et vivre sur les intérêts. C'est plutôt dans cette logique-là que vous travaillerez. Rémunération des comptes courants, Tu veux parler des rémunérations des comptes courants? Oui, je pense un peu technique, mais vas-y, fais-toi plaisir si tu veux. Non, rapide aparté, pas que sur la holding, mais... Vous pouvez rémunérer vos comptes courants à partir du moment... Par exemple, la app prête à la B, la app peut faire rémunérer l'argent qu'elle a placé pour la B. Et ça, du coup, ça fait générer un peu de charge. Voilà. C'est entre vous et vous voyez, c'est juste pour oui, en fait, vous voyez s'il y a de l'intérêt. Maintenant, il faut bien savoir que ce que vous déduisez d'un côté, vous allez être taxé de l'autre. Donc, s'il y a peut-être un intérêt parce qu'il y a 2 tranches, aujourd'hui il y a 2 tranches, il y a la tranche à 15 et la tranche à 25 d'IS. Donc, s'il y a moyen de jouer un peu entre ces 2 tranches-là, ça peut être intéressant. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Bon, on arrive au bout. Ouais. On a été clair sur le sujet de la holding. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos plateformes, à nous mettre 5 étoiles sur le podcast. Tu vas y arriver sur le podcast. Sur le podcast. Partager autour de vous. Alors, l'envoyer aux gens, par exemple, si justement vous avez un pote, si vous avez une fois parlé de la holding, ou si vous avez comme ça des potes qui sont intéressés de lancer leur boîte, etc., n'hésitez pas à envoyer leur l'épisode sur la holding et peut-être que ça les intéressera et qu'on aura gagné des nouveaux auditeurs grâce à vous. Merci à vous, à très bientôt, ciao.